Ok, donc bonjour. Cette vidéo, c'est vraiment juste pour t'expliquer la douleur abdominale aiguë. Euh, En gros, il y aurait d'autres vidéos sur les d'autres parties. Espérons qu'on pourra faire ça. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais parler juste de la douleur abdominale aiguë. En gros, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va avoir la lithiase biliaire, donc cholécystite, cholédocholitis, cholangite, pancréatite aiguë, tout ce qui touche ça. Puis aussi, on va voir les ulcères gastro-duodénales, donc les ulcères gastriques et aussi les ulcères duodénales. Puis la gastrite à H. pylori et secondaire au Haynes. Donc la gastrite va vraiment beaucoup avec les ulcères parce que d'habitude, les ulcères, c'est juste une gastrite plus intense. Les pathologies de l'arbre urinaire, donc ça, c'est vraiment pas gros, là, mais c'est juste de savoir que c'est un diagnostic différentiel. Si c'est pas en gras, ça veut dire que c'est un diagnostic différentiel. C'est pas vraiment une pathologie qu'il faut savoir. Ensuite, on a pour les bosses à la fosse iliaque droite et gauche, on a l'appendicite puis la diverticulite, surtout qu'on a besoin de savoir. Puis le reste, c'est des diagnostics différentiels. Puis, non spécifique, on a péritonite, puis là, tout ce qui touche les complications de diverticulite, donc occlusion intestinale, volvulus, puis aussi hernie. Puis la colite ischémique. Donc, pour commencer, j'ai fait ce petit schéma pour montrer un peu à quoi ressemble la localisation de différentes douleurs. C'est très utile, surtout pour les Écosses, quand quelqu'un te dit où est la douleur, et là, tu dois leur faire comme le diagnostic différentiel. Donc, voici comme assez expliqué bien, là, mais on a l'hypochondre gauche qui est à droite de l'écran parce qu'on regarde le patient en face. On a l'hypochondre droit, l'épigastre, puis le flanc droit, le flanc gauche, le périombilical, puis la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche, puis l'hypogastrique. Puis ça se peut qu'il y a des choses qui sont à plus qu'une place. Par exemple, l'appendicite au début commence périombilical, puis là, elle va migrer vers le flanc droit ou la fosse iliaque droite. Oui, c'est ça. Donc, surtout fosse iliaque droite. Aussi, les coliques néphrétiques, ben, tu as deux reins, donc c'est flanc gauche et flanc droit. Quoi d'autre? La diverticulite, surtout, elle va se trouver à la fosse iliaque gauche, c'est les sigmoïdes, mais je pense qu'il y en avait aussi au flanc droit, là, donc ça peut dépendre où est-ce que c'est. La pancréatite épigastrique et hypochondre gauche, donc encore, ça peut être juste comme plus qu'une région, mais c'est juste bon de savoir en gros où sont les affaires. Puis les pathogynécos, on voit ça que c'est les fosses iliaques droite et gauche, donc où est-ce qu'on s'attend qu'il pourrait avoir des problèmes avec grossesse ectopique, rupture des kystes ovariens, torsion ovaire et tout. Puis à l'hypogastre, ben, on a tout ce qui touche, ça peut toucher le côlon, mais aussi ce qui touche les organes pelviens, donc une prostatite, donc l'inflammation de la prostate, une endométrite, donc l'inflammation de l'endomètre, puis une cystite. Une cystite, je vais juste revoir ça vite. Ok, c'est ça que je croyais. C'est une inflammation de l'urètre puis la vessie. Ouais. Ok, donc si ça c'est bien, on va passer aux pathologies. Donc, première pathologie qu'on va regarder, ben, c'est surtout de l'air abdominal haute. Ok, donc on regarde la première catégorie. Ce tableau ici, je veux dire, il est pas mal bien complet. Si on connaît ça, on connaît déjà comme grosse partie de ce qu'on a à savoir. Mais j'ai fait ça un petit peu plus schématisé, là. Vous allez voir plus tard en bas parce que j'avais la misère à comme juste voir ça de même. J'avais besoin de m'imaginer quelque chose de plus. Donc, c'est un bon tableau. Donc, on peut l'utiliser, mais voici ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai fait des dessins de chaque patho. Puis ensuite, en bas, comme ça, c'est comme en gros, là, je vais les passer une par une. En passant, un disclaimer, c'est pas drawn to scale, donc le foie est beaucoup plus grand que l'estomac-là. C'est juste comme ça que ça fait que j'ai dessiné. OK. Commençons par la colique biliaire. Donc, c'est quoi une colique biliaire? Une colique biliaire, c'est une lithiase, donc les calculs, qui sont symptomatiques. Donc, c'est une cholélithiase symptomatique. Cholélithiase, c'est des lithiases, donc des calculs dans la vésicule, parce qu'on dit cholélithiase.
Puis, sont symptomatiques, ça peut faire de la douleur. Puis, quand est-ce qu'on voit cette douleur-là, surtout? Ben, elle va être surtout après qu'on mange. Parce qu'après qu'on mange, la vésicule biliaire aura besoin de se contracter pour émettre la bile dans le duodénum pour pouvoir émulsifier les lipides. Ben, ça, le fait de faire ça, ça va faire mal parce que quand la vésicule se contracte, elle va comme squeezer un peu sur les pierres qui sont là, les calculs, et ça fait mal. Donc, c'est douloureux, mais d'habitude, c'est comme pas tout le temps. Puis comme on voit le petit bonhomme, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'ictare, il n'y a pas de Murphy, parce que le Murphy, c'est quand il y a une inflammation, d'habitude. Puis ça dure quelques heures. D'habitude, c'est ça, c'est les heures qui succèdent le fait de manger. Le bilan est normal parce qu'il n'y a pas d'inflammation, donc le sang est normal, il n'y a pas rien de bizarre dans le sang. Puis j'avais écrit que c'était une lithiase vésiculaire symptomatique. Je pense que essentiellement la lithiase vésiculaire, c'est les calculs à la vésicule. Puis symptomatique, c'est des symptômes. Donc ça se répète un peu. Puis le traitement, c'est une cholécystectomie élective. Donc c'est pas urgent comme quelque chose qui est inflammé, mais on peut le faire juste pour éviter que la personne ait mal. Je pense que c'est vraiment comme une décision. Mais c'est ça. Autre que ça, c'est vraiment de comme... C'est ça, cholécystectomie. OK, maintenant, c'est juste comme couple d'informations là, sur qu'est-ce qui peut toucher la colite biliaire. La CCK, c'est la cholécystokinine. Et le nerf vague aussi sont responsables pour la contraction de la vésicule biliaire et la relaxation du sphincter d'Oddi. Donc, je pense que je l'ai mentionné un peu plus tôt ici. Oui, OK. Donc, ça, c'est la vésicule biliaire. OK? Elle a besoin de se contracter pour que la bile descend, puis rentre dans le duodénum. Maintenant, l'ampoule de Vater, c'est vraiment comme le trou qui est là, on va dire. Là. Puis le sphincter d'Oddi, c'est le sphincter qui est comme tout là. Donc, l'ampoule, dedans, il y a comme le sphincter. Puis, c'est ça qui fait en sorte que le sphincter va se relâcher pour qu'on puisse avoir la bile qui va couler dans le duodénum. Puis, c'est ça la contraction de la vésicule biliaire pour que la bile sorte. Qu'est-ce qui peut influencer? Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde serait plus à risque d'avoir pas une colique biliaire, mais colique biliaire, mais vraiment des cholélithiases. Donc, des calculs dans la vésicule. Puis ici, les 4 F, si on peut se rappeler de ça, female, 40, fatty et fertile. Donc, une femme qui a 40 ans ou plus, qui est obèse, je crois que c'est ça que ça veut dire, puis fertile, donc, et capable d'avoir des enfants. Pas trop sûr pourquoi celle-là, là, mais c'est comme les 4 facteurs, on va dire, qui peuvent faire en sorte que la personne serait plus à risque de développer des cholelithiases. Puis, en partie, c'est aussi génétique. OK. Les calculs eux-mêmes, là, qu'est-ce qui peut être fait d'eux? On a comme 3 options, mais vraiment 2, parce que ces 2-là sont tous les 2 pigmentaires. Un, c'est le cholestérol. Le cholestérol, ça va être des calculs qui sont plus jaunes. Puis eux, ils dépendent de 2 facteurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils pourraient avoir plus de chances d'avoir de ces calculs-là? Un, c'est la lithogénicité de la bile. Donc ça veut dire que on a comme un ratio de plus de cholestérol pour moins de bile, ou juste plus de cholestérol pour le même montant de bile, ou moins de bile pour le même montant de cholestérol, ou comme les deux qui changent. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de bile pour émulsifier tout le cholestérol. Ou moins de bile par rapport au cholestérol, qui fait en sorte que, c'est ça, le cholestérol, c'est un lipide, donc ça va s'accumuler, puis ça va faire des cholelithiases. L'autre chose, c'est l'hypomotricité vésiculaire. Donc, essentiellement, ça parle que la vésicule va moins se contracter, donc hypomotricité. Puis à cause qu'elle bouge moins, plus de sédentarité, plus de chances que le cholestérol va pouvoir se buncher puis faire des pierres. Donc, on veut vraiment que la vésicule est en train d'être comme activée pour qu'on puisse faire bouger le stuff pour pas que ça soit sédentaire puis que ça devient des calculs. Puis l'autre chose, c'est la lécithine. Je suis pas vraiment sûre comment la prononcer, mais ça aide à dissoudre le cholestérol dans les selles biliaires. Donc, avoir moins de lécithine va faire en sorte qu'il y aurait plus de chances d'avoir des calculs. La deuxième option, c'est, deuxième type de calcul, c'est des pigmentaires noirs. Donc, les autres, ils sont faits de bilirubinate de calcium, des polymères. Puis plus qu'on en a,
essentiellement, c'est que tu auras une augmentation de ces polymères-là de bilirubinate de calcium qui fait en sorte qu'on a des pierres. Puis ils sont vraiment noirs, là, noirs. Puis l'autre type de calcul, c'est des pigmentaires bruns. Puis eux, c'est fait de bilirubine et de cholestérol et des sels de calcium. Puis ça, c'est déconjugué. Puis c'est ça, une augmentation de ça fait des calculs de pigmentaires bruns, de pigmentation brun. Donc, vraiment brun, noir, comme on peut les différencier, là. Noir, ça ressemble un peu à du charcoal. Vraiment. Donc, ça, c'est pour la colique biliaire. Puis, c'est ça, j'avais fait comme un petit dessin juste pour expliquer. Donc, essentiellement, qu'est-ce que tu vois, c'est des pierres ou des calculs dans la vésicule, pas d'inflammation, pas rien d'autre. J'ai juste mis le rouge pour dire que des pierres, mais il n'y a pas d'inflammation. Puis, c'est ça, j'avais dit, ça peut une douleur à l'hypocondre droit, légère, après qu'on mange. Ou bien, légère, ça peut être vraiment douloureux, là, mais c'est juste après qu'on mange. Puis là, après, c'est d'habitude, c'est pas trop intense. Je pense que j'ai tout dit. Donc là, on passe à la cholécystite. La cholécystite, c'est l'inflammation de la vésicule biliaire. Donc maintenant, on a comme passé l'étape de colique biliaire, puis là, on est rentré dans l'inflammation. Mais, disclaimer, je suis pas mal sûre que toutes les inflammations, ça peut arriver, que c'est pas à cause des pierres, mais c'est extrêmement rare. Okay? D'habitude, c'est à cause d'une pierre. Donc, la cholécystite, c'est l'inflammation de la vésicule biliaire. Elle peut avoir... c'est ça, j'avais dit ça. L'inflammation de la vésicule va entraîner une douleur à l'hypocondre droit, donc comme on a vu plus tôt, parce que c'est à peu près à la même place. Plus ou moins une fièvre, donc le rouge ici en haut, là, ça veut juste dire la fièvre. Il y a un peu de fièvre, parce qu'on a quand même une inflammation. Il n'y a pas d'ictère, ok? Ictère, ça veut dire jaunisse. Il n'y a pas de jaunisse. Parce que le canal qui va au foie n'est pas bloqué, ok? La pierre, elle est ici, là, le calcul. Donc, c'est pas bloqué. Puis, il y a un Murphy positif. Donc, un Murphy, si on se rappelle, c'est de mettre la main, ou pas là, juste en dessous de comme la ribcage à droite du patient, comme côté droit du patient. Puis, on pousse, puis on fait le patient expirer. Puis là, quand il inspire, là, son souffle est coupé parce que ça fait trop mal. Donc, ça, c'est un Murphy positif. Puis ça, la cholécystite, elle va survenir si c'est à cause d'une cholelithiase. C'est à cause que la cholelithiase est bloquée. Elle passe pas. Fait qu'elle est stock, là. Elle est stock dans le col de la vésicule. Puis, ça fait en sorte que ça entraîne des bactéries, puis tout ça, prolifération des bactéries, puis là, ça va faire de l'inflammation. OK? Le bilan, on va avoir des globules blancs très beaucoup parce qu'on a une inflammation. Mais le bilan hépatique est normal parce que le foie, comme j'ai mentionné plus tôt, il n'est pas touché. Okay? Donc, ça ne va pas être manifesté par des problèmes. Traitement, cholécystectomie urgente dans moins de 72 heures. C'est très important parce que c'est inflammé puis ça peut essentiellement spreader l'inflammation partout. Puis ça peut être très dangereux. Si la personne est contre-indiquée pour une chirurgie, on peut le faire avec une cholécystostomie. Donc ça veut dire que essentiellement, comme tu insères un tube sur le côté du patient, puis tu soques comme l'inflammation, le liquide qui s'accumule. Puis on a des antibiotiques aussi parce que ça va faire une petite perforation. Ça se peut que les bactéries vont aller ailleurs. Donc, juste faire ça qu'on traite ça avec des antibiotiques. Mais c'est pas vraiment idéal. Mais c'est ça se fait. C'est ça, je vais parler de la fièvre, pas d'ictère. Bon. C'est bon. Toute la pathophysio, c'est assez similaire là avec les calculs, tout ça, avec la colique biliaire. Je ne vais pas me répéter. Cholelithiase. Donc, on avait vu cholelithiase. C'est un calcul dans la vésicule. Une cholédocholithiase, c'est un calcul dans le cholédoque, dans le nom, là. Cholédoco. Lithiase, donc un calcul dans le cholédoque. Le cholédoque, si on se rappelle de l'anatomie, on a le canal cystique qui vient de la vésicule, on a le canal hépatique commun qui vient du foie, et ensuite les deux ensemble vont faire ce qu'on appelle le cholédoque, le canal cholédoque. Donc ça va être les deux. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici dès le début? On voit que la pierre, là, elle obstrue le foie. Donc ça va le perturber un petit peu. Mais on a dit que c'est une cholédocholithiase, pas vraiment une inflammation. Donc on n'est pas encore rendu à une cholangite qu'on va voir plus tard. Donc on a cette pierre-là qui comme descend un petit peu. Puis c'est ça, elle va bloquer temporairement
le cholédoque. Puis un accident de migration, c'est que ça va descendre, se rendre à l'ampoule de Vater. Oups, puis là, c'est comme un petit peu stock. Ah, puis là, ça débouche, ça descend. Parce que ça, c'est quand même assez petit, là. Fait que si la pierre est capable de descendre, elle va boucher pour un petit peu, puis là, elle va se déboucher. Donc, c'est ça, un accident de migration. Ça se manifeste par une douleur à l'hypochondron encore, parce qu'on est à la même place. Plus ou moins un ictère, là, parce que là, ça commence, OK? Là, on commence à bloquer le foie, donc ça va être un peu d'ictère pour le temps que ça bloque. Ça se peut, si c'est assez long. Plus ou moins, par exemple. Parce que si ça passe vite, ça va pas vraiment avoir le temps de faire un ictère. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça un petit peu jaune. Pas de fièvre, parce que c'est pas une inflammation, c'est juste un petit blocage. Puis le Murphy est positif. OK? Parce que là, ça commence à comme descendre un petit peu. Si ça prend un petit peu trop, comme plus longtemps, ça pourrait faire mal. Peut-être Murphy, pas toujours positif, mais c'est quand même parce que, c'est parce que dans la vésicule, ils sont pas toujours en train de bloquer de quoi, c'est pour ça que ça fait pas mal. Mais une fois que c'est rendu dans le canal comme tel, ça va faire mal parce que là, ça bloque, là. OK? Le bilan, plus ou moins une augmentation de globules blancs, encore parce que c'est pas vraiment une inflammation, mais le bilan hépatique va probablement augmenter à cause que ça bloque. Pour le temps que ça bloque, ça va le faire. Le fait de l'accident de migration aussi, si elle est là comme assez, ça peut causer une pancréatite qu'on va voir plus tard aussi. Traitement, cholécystectomie, donc élective. Le seul temps que c'est vraiment pas électif, là, la cholécystectomie, c'est pour la cholécystite. Mais autre que ça, d'habitude, c'est comme électif là, parce qu'on sait qu'il y a probablement des pierres qui sont dans la vésicule qui ont causé ces problèmes-là. Donc, cholécystectomie élective. Une cholangiographie. Donc, cholangiographie, c'est une radiographie qui va visualiser le canal cholédoque, puis un peu comme l'arbre biliaire essentiellement, mais le canal cholédoque, puis un peu la vésicule, puis le canal cystique, mais surtout le canal cholédoque. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit de contraste dans le patient pour pouvoir vraiment voir la différence dans la couleur. Une écho-endo, donc c'est une endoscopie avec, au lieu que le bout soit une caméra, je crois, c'est comme complètement remplacé par une échographie. Donc tu fais comme une échographie, mais endoscopie. MRCP, ça c'est Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. C'est bien ça? Oui, cholangiopancréatographie. Donc, c'est une cholangiopancréatographie, ça veut dire la radiographie du pancréas et du canal cholédoque par résonance magnétique. Donc là, c'est comme bizarre. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne parce qu'on a une résonance magnétique, mais aussi c'est comme graphie. Je pense. MRCP. OK, je pense c'est ça. C'est vraiment résonance magnétique. Là. Je pense pas qu'il y a vraiment de graphie là-dedans. Là. C'est pas une radiographie. C'est vraiment juste une imagerie avec l'IRM. OK? CPRE, c'est cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Puis qu'est-ce que ça, c'est? C'est qu'on a un endoscope, OK? Puis on descend par la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, à travers le pylore, puis dans le duodénum. Puis là, on remonte, c'est ça qu'on dit rétrograde, parce qu'on descend puis on remonte, à travers l'ampoule de Vater, pour se trouver à, essentiellement, pour se trouver dans le cholédoque. Puis on essaie de visualiser le cholédoque. Puis ça, c'est plus thérapeutique. Donc, c'est pour visualiser, mais c'est aussi pour comme déboucher s'il y a des problèmes. D'habitude, s'il y a des pierres, ça sort pas. Donc, dans ce cas ici, si c'est vraiment stock puis ça ne veut pas sortir, ce serait une technique d'aller vraiment en rétrograde puis enlever cette petite pierre-là. Donc, ça, c'est pour les traitements. Maintenant, j'aimerais parler un peu de la digestion et l'absorption des lipides parce que c'est quand même important pour comprendre ce concept-là de toutes ces maladies-là de l'arbre biliaire. Donc, digestion et absorption des lipides. On commence avec la digestion. Donc, l'étape 1 dans la digestion, OK? C'est la transformation de triglycérides, puis de phospholipides, puis d'ester de cholestérol. C'est ça qu'on trouve dans la nourriture. Surtout le triglycéride, mais on peut trouver phospholipides, puis ester de cholestérol. Puis,
qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il faudrait les transformer en morceaux un petit peu plus petits. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le triglycéride? Il va être transformé par la lipase gastrique dans l'estomac. L'estomac, là, la lipase gastrique, va faire environ 40% de la digestion des lipides. Okay? 60% va se faire par la lipase pancréatique, qui est dans l'intestin. Puis, à noter que la lipase pancréatique, puisqu'elle n'est pas... elle n'est pas dans l'estomac, là. Elle est beaucoup plus sensible à l'acide que la lipase gastrique, qui est comme pas vraiment sensible à l'acide parce qu'elle doit faire son travail dans un environnement très acide. La lipase pancréatique, pour pas qu'elle se fasse comme désactiver là, ou dénaturer, elle doit être accompagnée par du bicarbonate, donc du HCO3-, et une colipase pour pouvoir fonctionner adéquatement dans le duodénum. Même si elle va aller dans le duodénum, mais c'est juste parce que tu as du chime qui vient de l'estomac qui est comme tout acide, puis on voudrait pas que ça comme dénature l'enzyme. Donc, c'est juste à noter, là. Mais le triglycéride va se faire transformer par la lipase, qu'elle soit gastrique ou pancréatique, en monoglycéride, qui ressemble vraiment à ça, là, puis un acide gras libre. Donc, triglycéride, là, ça, c'est le glycérol. Tu as 3 acides gras qui sortent. Essentiellement, il reste un à la fin, puis là, tu as 2 comme acides gras qui sont libres, comme on voit ici. C'est ça qui va pouvoir faire en sorte qu'on pourra les absorber dans le corps. Pour les phospholipides, ils sont digérés par la phospholipase A2 en lysophospholipide. Donc, comme phospholipide devient lysophospholipide. Puis c'est la même chose, c'est juste comme... ici, qu'est-ce qu'on a d'habitude? C'est une tête polaire. T'as un glycérol en bas ici. Puis dans le milieu, il y a d'autres choses, là, mais j'oublie c'est quoi. Mais c'est ça, les phospholipides sont comme... Je vais regarder ça vite, là. Je sais qu'il y a une tête polaire. Puis un glycérol. C'est le phosphate. C'est pas vraiment important. C'est juste de savoir que cette tête-là, hydrophile, va rester là avec un acide gras, puis l'autre acide gras va être libre. Puis l'ester de cholestérol va être brisé, on va dire, ou dégradé par le cholestérol estérase. Puis cette enzyme-là, elle va le rendre en cholestérol libre qui est absorbable. Ça, c'est la première étape. C'est la digestion. La deuxième étape, c'est l'émulsification qui va faire des micelles. Donc, on a des acides gras libres, ce qu'on a comme retrieve ici, avec du cholestérol, avec des phospholipides. Donc, toutes sortes d'affaires. Puis, des vitamines K, E, D, A. KIDA. Okay? Le truc que j'avais vu sur YouTube, c'était KIDA, c'est comme... Ben, c'est arabe, tu vas comprendre, mais KIDA, c'est comme quelque chose d'égyptien qui veut dire comme ça. Donc, c'est comme ça que je me rappelle. Puis, c'est des vitamines qui sont liposolubles. Donc, K-E-D-A ou A-D-E, comme, je sais pas comment vous allez vous rappeler, mais c'est bon. Puis, tout ça, c'est liposoluble. Donc, c'est ça qui est comme en commun avec toutes ces choses-là. Puis, ça va se mêler les sels biliaires. Okay, les sels biliaires, on en les a vus un peu tantôt, là. Ils sont comme éjectés par la vésicule biliaire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait après, mais c'est ça leur rôle, là. C'est vraiment qu'eux, ils vont aller se mêler à toutes ces affaires-là, acides gras, cholestérol, phospholipides, vitamines K, E, D, A. Puis, on va former des micelles. Et voici à quoi ressemble une micelle. On a les têtes qui sont hydrophiles tout autour. Puis, à l'intérieur, c'est hydrophobe. Puis, juste à l'intérieur, c'est ça où est-ce qu'on trouve toutes les affaires-là, toutes les lipides, là. Puis, ça. Puis, ils sont toutes comme dedans. C'est comme une petite pocket. Puis ça fait en sorte que... Parce que... OK, ben je vais l'expliquer une étape à la fois. Les micelles, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont permettre à ces choses liposolubles-là de passer à travers le mucus. Parce que le mucus, il fait surtout de quoi? D'eau, probablement. Hein? C'est probablement aqueux. Donc, les lipides ne pourraient pas rentrer à l'intérieur. Donc, ils ont besoin de cette micelle-là pour comme les apporter à travers. Puis là, une fois qu'ils sont comme... Ils ont traversé cette barrière de mucus, elle va comme se coller à l'entérocyte. L'entérocyte, c'est une cellule de... entéro veut dire intestin, donc cellule de l'intestin. Puis, on a comme une protéine ici, là, qui s'appelle Fatty Acid Transporter Protein.
pas mal ça que ça veut dire. Puis, aussi, c'est des 36, je pense que c'est comme un autre nom, ou c'est une autre affaire, je suis pas trop sûre, mais c'est ça qui va faire en sorte que les acides gras vont pouvoir entrer. Donc, quand la micelle se rend ici, elle va comme se dégrader, comme s'ouvrir, puis toutes les composantes à l'intérieur vont rentrer dans l'entérocyte, puis là, les sels biliaires, c'est ça qui reste, eux vont revenir ici, comme j'ai dessiné là, puis retourner dans la lumière intestinale. Donc, ça, c'est la lumière intestinale, puis ça, c'est la cellule, puis là, ça, c'est comme les vaisseaux sanguins et tout. Membrane basolatérale, c'est en bas. Attends. Membrane basolatérale ici. Membrane apicale. Apicale fait face à la lumière. Basolatérale fait face à l'intérieur. Donc, c'est ça, essentiellement, le rôle de la micelle. C'est juste de transporter toutes ces choses, les lipides-là, à travers le mucus. Puis, pour faire en sorte que toutes les choses liposolubles vont pouvoir traverser la membrane. Ou rentrer dans la cellule. OK? Maintenant, on a des acides gras qui peuvent être courts, moyens et longs. Les acides gras qui sont courts et moyens, ils peuvent rentrer dans la cellule, puis sortir, puis aller directement dans le système veineux. Donc, ça va être à travers la mésentérique supérieure et ensuite la veine porte pour atteindre le foie directement. C'est assez facile pour eux, là. Pour les acides gras longs, ça prend un peu plus de temps. OK? Donc, je pense que les acides gras courts, c'est comme 6 à 8 carbone ou 4 à 6 carbone, quelque chose. Puis moyen, c'est comme 6 à 12 ou 8 à 12. Là. Puis là, au-dessus de 12, au-dessus de 15, là, c'est des acides gras qui sont longs. Puis eux, ils ont un chemin un peu plus laborieux à faire. Eux, ils auront besoin de se rendre dans les réticulum endoplasmique lisse de l'entérocyte. Où est-ce qu'ils vont, l'acide gras long va avoir besoin de se relier au glycérol, se faire comme réestérifier en triglycérides. Puis là, ce triglycéride-là va se lier à des apolipoprotéines, des cholestérols, puis encore d'autres vitamines K et DA pour former un kilomicron. Donc, c'est comme 2 étapes là, pour ces acides gras longs. Ça fait beaucoup. Puis c'est à ça que ça ressemble. Là. Puis là, le kilomicron, étape 3, il va, à l'aide de la protéine B48, va pouvoir atteindre les vaisseaux lymphatiques intestinaux, ensuite les vaisseaux lymphatiques thoraciques, pour ensuite se faire déverser dans la veine sous-clavière gauche. Donc, eux, ça prend quand même beaucoup plus longtemps et plus loin pour pouvoir se rendre dans la circulation veineuse. Okay? Donc, si on pense à nos affaires, s'il y a comme un blocage dans les lymphatiques, ça peut causer un problème pour l'absorption des acides gras longs, mais pas pour les acides gras courts, parce qu'eux, ils atteignent la veine mésentérique supérieure puis la veine porte beaucoup plus vite. Donc, pour eux, c'est pas vraiment un problème, mais ça peut faire en sorte qu'on a la difficulté à absorber des acides gras longs. Donc, ça, c'est l'étape 3. Puis, essentiellement, c'est ça que c'est. C'est l'absorption des échelons et l'absorption des lipides. Puis maintenant, je vais parler de l'absorption des sels biliaires, parce que c'est quand même aussi important. Puis ça va être un peu comme la recirculation entérohépatique, OK? Donc, recirculation parce que ça tourne un peu en rond, puis vous allez voir pourquoi. Donc, l'absorption des sels biliaires. 1. Les sels biliaires sont synthétisés dans le foie à partir du cholestérol sanguin. Ça, c'est une façon d'avoir des sels biliaires. Ou ils sont obtenus à l'aide du recyclage là, que je vais parler. Vous allez voir à l'étape 5 comment ça se fait recycler. Mais il y a 2 façons de les obtenir, c'est ça. 1, c'est soit qu'on les synthétise, ou 2, on les reprend de la recirculation entérohépatique. Puis ça, c'est l'étape 1, puis on voit que ça se passe dans le foie. OK? 2, les sels biliaires vont descendre les voies biliaires intra-hépatiques. Donc, ça, c'est les voies biliaires intra-hépatiques. Là, on voit c'est comme un arbre dans le foie. Puis là, ça va être la voie biliaire extra-hépatique, qui est celle-là. Puis là, ça va être le cholédoque. Donc, le cholédoque... OK, c'est ça. Le dessin était comme mal fait, là. Mais c'est que ça va descendre ici. Ça va être le extra-hépatique. Puis là, ici, une fois que ça connecte avec celui-là de la vésicule, ça va être le cholédoque. Puis là, ça se déverse dans le duodénum. L'ampoule de Vater. OK? Étape 3. Les sels biliaires, quand ils vont être dans l'intestin, comme on a vu plus tôt pour les micelles, les sels biliaires vont émulsifier les lipides pour former les micelles. Puis là, on sait qu'est-ce que les micelles font, right? Donc,
c'est ça. Juste avant, je vais vous apporter votre attention ici pour une petite note que j'avais écrite. Des facteurs qui peuvent faire en sorte que les micelles sont comme moins efficaces. Si on a des bactéries dans l'estomac, dans l'intestin, ça peut faire des mauvaises bactéries, comme ou trop, là. Ils peuvent déconjuguer les micelles. Donc ça, c'est pas une bonne chose parce que là, on est comme pas capable d'absorber les lipides. Puis là, on va voir dans la prochaine épisode, que ça peut apporter de la diarrhée parce que si on a trop de graisse dans les fesses, ça va faire en sorte que, ça peut faire de la diarrhée, ça peut aussi faire juste le fait qu'il y a des gras dans les fesses. Okay? Ça peut attirer l'eau. Pas sûr c'est les lipides attirent l'eau, mais en tout cas, ça veut juste dire qu'on va trouver des graisses dans les fesses, donc c'est pas une bonne chose. Ça veut dire juste une malabsorption. OK? Donc, étape 4. L'autre chose aussi, j'avais oublié d'ajouter, c'est que plus d'acide aussi, ça peut faire en sorte que les micelles vont se déconjuguer puis pas faire leur job comme il faut. Étape 4. Donc, c'est ça. L'étape 3, ça se passe ici un peu vraiment comme là. Puis là, l'étape 4, c'est à la surface entérocytaire. Donc, on avait parlé de ça ici. Ça, c'est la surface entérocytaire. À la surface entérocytaire, la micelle se dissout. Les sels biliaires sont relâchés dans la lumière intestinale. OK? Donc, on avait vu ça tantôt, là. Toutes les choses liposolubles rentrent, mais là, les sels biliaires, ils sortent, là. Ils rentrent pas eux aussi, là. Ils sont pas absorbés. Ils sont pas absorbés là. Ils vont être absorbés plus tard. Donc, ils vont être absorbés dans l'ilium terminal, qui est juste ici. Donc, ça descend, ça, c'est l'appendice, ça descend dans le côlon, mais oh, non, nous autres, on remonte, on se recycle. Donc là, il remonte là-dedans. Pas mal sûr que c'est la veine porte, ça, si je me souviens bien. Ou c'était la veine mésentérique supérieure. Attends, on va voir ici. Ah non, c'est la veine porte. Okay, il y a peut-être une veine mésentérique avant, mais ça, c'est la veine porte ici, là. OK. Donc, ils sont absorbés dans l'hélium terminal. Ici, on a le ASBT qui est un récepteur. C'est... qu'est-ce que ça stand pour, là? Je vais me rappeler. C'est comme... Absorbing Sodium Biliary Acid Transporter? Quelque chose de même. Puis la protéine, c'est comme une... Là, je me rappelle plus du nom, là, mais c'est une protéine qui aide à faire l'absorption. Puis OST aussi, c'est un transporteur. Donc, you can look it up. Je me rappelle plus. La 5, donc, un peu comme la 4, là, ça suit. Donc, on entre dans la circulation veineuse mésentérique. Je pense que c'est juste avant. Puis là, ça, c'est vraiment la veine porte pour atteindre le foie. Puis récapté par les hépatocytes pour revenir à l'étape 1, obtenir la recyclage. OK? Petite note pour qu'est-ce qui peut affecter la sécrétion de sels biliaires. Les entérocytes, qui sont les cellules dans l'intestin, vont sécréter dans la veine porte. Vous allez me trouver très drôle. Ça, c'est une porte que j'ai dessinée. Donc, les entérocytes vont sécréter dans la veine porte la FGF19. C'est la Fibroblast Growth Factor 19. Puis ça inhibe l'activité de l'enzyme hépatique 7 alpha-hydroxylase. Fait que quand ça inhibe l'activité, comme l'enzyme hépatique, essentiellement, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va synthétiser le cholestérol en acide biliaire. Mais si son activité est inhibée, ça va inhiber le cholestérol qui va se faire en acide biliaire. Donc, c'est juste comme une petite note clinique. Lorsqu'on a des patients avec la diarrhée, qui peut être en raison de beaucoup de sels biliaires qui se font... qui sont là, qui sont présents, ça peut être dû à une diminution de FGF19. Donc, moins de FGF19, plus de sels biliaires, ça peut mener à une diarrhée. Parce que tu as beaucoup de sels biliaires qui sont comme excrétés, là. Puis ça peut faire une diarrhée sécrétoire. On va voir ça dans la prochaine capsule. Donc ça conclut un peu l'absorption de sels biliaires. Là, on va passer à la cholangite.
Donc, la cholangite, c'est l'inflammation du cholédoque. J'avais mentionné ça un peu plus tôt. C'est vraiment l'inflammation qui, comme... Encore une fois, si on parle encore de cholédocolitose, ça succède la cholédocolitose, ce step-là. Fait que là, ça reste pris là. Puis là, ça fait une inflammation. OK? C'est rouge. Peut avoir calcul souvent ou non encore, mais la plupart du temps, il y a un calcul. Douleur hypochondroie. Il y a un ictère, là. Pourquoi est-ce qu'on a un ictère, là? Parce que là, c'est inflammé, là. Vraiment, vraiment bad. Donc là, ici, ça va back up. Puis ça, il va y avoir de la bilirubine qui va remonter dans le foie, puis là, rentrer dans le sang. Puis là, le sang, ben, c'est dans le... On a des vaisseaux sanguins dans notre peau. Puis ça va faire en sorte que la peau va être plus jaune. On va plus voir ça au niveau des yeux. Là. Si on baisse les paupières inférieures, on va voir plus de jaune. Mais si ça s'atteint à une situation comme vraiment bad, ça peut voir ça dans la face. Donc, ictère, le jaune, la fièvre, parce que c'est une inflammation, douleur à l'hypochondre, Murphy positif, parce que là c'est tout le kit, là, comme inflammation, pierre, comme sans good. Bilan sanguin, on a une hausse dans les globules blancs, donc on a une leucocytose, parce que c'est une inflammation. Puis, on voit que le bilan hépatique aussi augmente significativement à cause que, on voit le backup ici dans le foie. L'hémoculture positive. Donc, l'hémoculture, c'est un test pour bactéries et parasites dans le sang. Puis, d'habitude, on va trouver des bactéries dans le sang ou peu importe qu'est-ce qui aurait causé l'inflammation. C'est ça. Puis, le traitement, c'est la cholécystectomie élective. Encore, parce qu'on est, comme ça peut être la cause, mais c'est peut-être ça, comme, ça peut s'empirer, ça peut faire plus qu'une fois. Donc, d'habitude, on est comme, OK, on va juste enlever la vésicule biliaire pour pas empirer ou pour pas que ça arrive de nouveau. Puis c'est aussi traité avec des antibiotiques. Puis la CPRE, donc comme j'avais mentionné plus tôt, d'aller en arrière rétrogradement endoscopique, puis aller enlever cette pierre qui est là, qui peut bloquer. OK. Oh, ça va enfin, là, les affaires. Pancréatite. La pancréatite, c'est une inflammation du pancréas. Je pense que c'est surtout pancréatite aiguë qu'on regarde ici, là. Mais la pancréatite aiguë, ça, est causée par l'inflammation du pancréas. On voit là, ouf, là, il est souffrant, notre pancréas. En général, notre patient, il a l'air à quoi? Il est souffrant. Il se sent vraiment pas bien, OK? C'est ça vraiment que ça ressemble. Patient qui souffre de pancréatite. Il y a une douleur à l'épigastre. Puis aussi, ça peut irradier au dos. Donc, c'est ça souvent qu'on voit. Il n'y a pas d'ictère parce que là, la pierre... OK, la raison... OK, non, je vais pas aller aussi vite, là. Je vais aller une à la fois. C'est pas l'ictère parce que ça touche pas vraiment le foie. Plus ou moins de fièvre. Puis pas de Murphy parce que ça touche pas vraiment la vésicule biliaire. OK? Le bilan. En cause, on parle de le pancréas. La lipase va être vraiment augmentée. On peut regarder l'amylase, mais le problème avec l'amylase, c'est qu'elle va augmenter vraiment tôt, puis là, elle va descendre. Donc, c'est pas vraiment utile. Plus la lipase qu'on va chercher pour. Puis, hépatique, ça va augmenter un petit peu. Puis, ça va être surtout le AST puis le ALT, les marqueurs qu'on va regarder. C'est ça, c'est... Quand on a une inflammation, là, ça va toucher quand même le foie un petit peu. Surtout s'il y a des choses dans le sang, puis le foie n'est pas capable de manager ça. Le traitement, c'est NPO, Nilperos. Donc, rien par la bouche, pas de nourriture, on mange pas. On laisse vraiment le pancréas le temps de se guérir lui-même. Puis, on peut ajouter des solutés, on donne des solutés par voie intraveineuse parce que le patient a quand même besoin de quelque chose là, pour stabiliser ses selles. La physiopathie, là, c'est là où est-ce que je voulais me rendre. Il y a plusieurs causes de la pancréatite. La première, on va dire les plus fréquentes, c'est les cholelithioses. Donc, cholelithiose, ça commence dans la vésicule, ça descend, puis là, ça bloque. Puis là, on avait dit, c'est plus tôt, là, c'est un accident de migration, c'est ça qui se passe. Puis ici, ça bloque juste pour longtemps assez pour que les sucres pancréatiques remontent, les enzymes peuvent se déclencher dans le pancréas puis faire des problèmes. Puis je vais expliquer qu'est-ce que c'est là, qui se passe vraiment dans la physiopathie. Donc, une des causes pancréatites, c'est, on appelle ça une pancréatite biliaire, c'est causé par les cholelithioses. Une autre cause, c'est pancréatite éthylique, puis ça, c'est par l'alcool. Donc, l'alcool, c'est pas bon pour le pancréas. Puis, la cholelithiose et l'alcool ensemble, c'est environ 90% des cas.
Puis ensuite, aussi, pancréatite médicamenteuse, pancréatite obstructive en raison des tumeurs, donc, et autres. Donc, je dis juste autres parce que il peut y avoir d'autres causes. Mais en gros, c'est vraiment la colitis puis l'alcool les plus communes. OK, la physiopatho. Donc, qu'est-ce qu'est la pancréatite? Comment c'est causé? C'est vraiment l'autodigestion des glandes pancréatiques par des enzymes. Elle se détruit elle-même, là. OK? C'est suicide. Donc, on a des précurseurs qui deviennent en enzymes fonctionnelles. La trypsinogène, elle est juste supposée de se faire activer dans le duodénum, mais elle se fait activer dans le pancréas. Ça, c'est pas bon. Puis qu'est-ce que ça prend pour l'activer? C'est l'entérokinase. Elle est transformée en trypsine. La trypsine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va aller activer d'autres enzymes. Donc, la chymotrypsinogène en trypsinogène, qui va aller, c'est ça là, c'est un cycle vicieux. Puis la proélastase en élastase. Donc, ça va juste continuer à faire ça, faire des enzymes qui vont aller digérer les acinies du pancréas. Oh, c'est quoi un acini? C'est le pluriel de acinus. Puis acinus, c'est une cellule acinière, OK? Ça ressemble à ça. Puis ça se trouve dans le pancréas. Puis eux, leur rôle, c'est de sécréter les sucres pancréatiques qui vont descendre, puis comme les enzymes, là, qui vont aller descendre, puis de digérer les protéines, donc comme la lipase, par exemple. La lipase pancréatique. Donc, si on digère les acinies, ça va faire la nécrose du tissu pancréatique. Ça, c'est pas bon. Mais la nécrose, qu'est-ce que ça va apporter? Une réaction inflammatoire. OK, on va avoir des cytokines pro-inflammatoires comme la Tumor Necrosis Factor Alpha, IL1, IL6, puis pas trop sûr qu'est-ce que ça fait. Anti-inflammatoires comme IL2, IL10, IL11. J'ai trouvé que dans les sources, sont toujours différents, là, mais juste en gros, ça va faire des cytokines pro-inflammatoires puis anti-inflammatoires. Mais les pro-inflammatoires, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup de leucocytes qui vont venir. Puis l'inflammation va faire l'édème du pancréas. Si la nécrose atteint les vaisseaux sanguins, ça va faire des hémorragies, donc des saignements. Puis ça peut entraîner à long terme une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, choc, puis des complications métaboliques. Parce que le pancréas a un rôle très important. Exocrine et endocrine. Donc, c'est ça qui se passe, essentiellement, dans la physiopatho. C'est vraiment une activation prématurée, pas à la bonne place, d'une enzyme somewhere, que fait que ça n'a pas fait sa job. OK. C'est bon. OK. Ulcère gastrique et duodénal. No acid, no ulcer. C'est vraiment rare que les ulcères se font sans acide. Vraiment, c'est l'acide qui va faire en sorte que c'est ça le problème. D'où vient comment on va le traiter. Vous allez voir plus tard pourquoi. Comment ressemble notre patient? Oh, il vomit, il y a de la nausée, il y a une douleur épigastrique qui brûle. Puis c'est loin d'un repas. Parce que quand on est loin d'un repas, ça fait longtemps qu'on a mangé, le pH va être assez bas. Puis, parce que lorsqu'on mange, la nourriture va venir un peu neutraliser l'acide de l'estomac. Donc, d'habitude, quand la personne mange, puis elle a une ulcère, elle va se sentir beaucoup mieux. Donc, c'est une chose de garder en tête. Comme j'ai dit, 10 minutes après l'ingestion. C'est quoi la physiopatho? Donc, l'ulcère, c'est la destruction de la muqueuse. La muqueuse, c'est une couche faite de mucus et de HCO3. La muqueuse a des cellules, mais aussi a une couche de mucus. Puis, elle se détruit, là, elle se fait détruire. Ça peut être par plusieurs choses. Ça peut être par des médicaments, des stéroïdes ou des AINES, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça peut être par l'Helicobacter pylori, une bactérie qu'on va voir plus tard. Ou ça peut être par une augmentation de l'acide gastrique qui peut être due au stress, à l'alcool, à une consommation excessive de caféine, en raison du tabac ou même la nourriture épicée. Donc, ça, c'est toutes des causes. Puis, où est-ce que ça se passe? À l'antre ou le corps de l'estomac. Donc, l'antre, c'est vraiment ici. Puis, le corps, c'est là. Donc, c'est là où est-ce qu'on va surtout... parce que c'est vraiment là où est-ce que si je pense à ça dans ma tête, là, c'est là où est-ce que l'acide va se baigner. OK? Donc, c'est là où est-ce qu'on a plus de chance à... c'est là où est-ce qu'on a plus de chance à avoir des ulcères. Dans l'intestin, parce que là, on a aussi des ulcères duodénales. Dans le duodénum, ça va être dans la bulbe. Donc, vraiment, la toute première partie du duodénum.
Puis qu'est-ce que la cause vraiment? Ben, c'est que dans la vie, là, il faut avoir un équilibre, right? Ben, c'est la même chose là, pour l'estomac puis l'intestin. On a un équilibre entre les mécanismes de défense puis les facteurs agresseurs. Ben, les mécanismes de défense, c'est le mucus. C'est le mucus qui protège la muqueuse. Puis les facteurs agresseurs, ben, c'est tout ce que j'ai mentionné plus haut. Les médicaments, les bactéries, le stress, ben, l'acide, le stress, l'alcool qui est causé par tout ça. Donc, dans la situation où est-ce qu'on a un ulcère gastrique, d'habitude, c'est à cause qu'on a la diminution d'un mécanisme de défense. Je m'explique. La cause numéro 1, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Puis qu'est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens font? OK. Leur mécanisme. Tu sais, quand on prend un Advil parce qu'on a mal à la tête. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça va dire... Ou, mettons qu'on a mal à... Je sais pas, on s'est fait comme brûler ou couper. Puis on a mal parce qu'il y a une grosse inflammation. Fait qu'on prend les Advil pour diminuer cette douleur-là. Ben, essentiellement, comment est-ce qu'on diminue la douleur? Ben, on diminue l'inflammation. Donc, les AINES vont aller inhiber la COX-2, la cyclooxygénase 2, qui, elle, a synthétisé des prostaglandines qui vont diminuer l'inflammation. Ça, c'est comme la bonne chose des AINES. Mais qu'est-ce que la moins bonne chose? Oh, ça va aussi aller inhiber des COX-1. Puis la COX-1, va synthétiser une prostaglandine de la muqueuse gastrique. Fait que si on inhibe la COX-1, on inhibe la prostaglandine qui protège la muqueuse. Fait qu'on diminue la protection gastrique. On diminue la résistance de barrière muqueuse gastrique à l'acide. Et c'est pour ça que, d'habitude, dans un ulcère gastrique, ça va être causé par une diminution d'un mécanisme de défense. Parce que les AINES y agissent surtout dans l'estomac. Pour les ulcères duodénales, d'habitude, c'est une augmentation de facteurs agresseurs. Cause numéro 1, le H. pylori, une bactérie, qu'on va voir plus tard. Juste réaliser que j'ai manqué le ASA. Le ASA, c'est l'acide acétylsalicylique. Puis ça, c'est une action ulcérogène sur l'estomac et la muqueuse digestive parce qu'elle a un contact direct. Donc, ça, c'est comme l'aspirine. L'aspirine, quand on l'ingère, elle est ionisée dans le milieu gastrique. Puis c'est un agresseur toxique direct pour la cellule épithéliale. Juste, know that, I guess. I don't know, je sais pas. OK, passons à l'hélicobacter pylori, qui est la cause numéro 1 plus commune les ulcères duodénales. Donc, ça ressemble un peu à ça. Comme vous voyez, c'est comme spiralé, hein? C'est vraiment comme spiralé. C'est une bactérie gram-moins spiralée, comme j'ai dit. Elle contient des flagelles. Ouh, comme des queues. Puis, ces queues-là lui permettent de se frayer un chemin à travers le mucus gastrique jusqu'à l'épithélium, où elle produit des enzymes qui vont agresser la muqueuse et la protéger contre l'acide. C'est quoi ces enzymes-là? Uréase, phospholipase, catalase, en autre. Uréase est comme importante, là, parce qu'on va revenir après. Puis, si vous voulez savoir où exactement de où est-ce que je parle, là, c'est ici. So, la bactérie rentre un peu comme, passe à travers, puis elle se trouve là. Elle rentre pas dans la cellule, mais elle va libérer des enzymes qui vont rentrer puis agresser, rentrer. Ils vont juste sortir puis agresser la barrière. Donc, on augmente les facteurs agresseurs. OK? Comment est-ce qu'on peut comme détecter ça? Ben, il y a quelque chose qui s'appelle un breath test. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de détecter l'uréase pour voir présence de H. pylori dans l'estomac. Donc, si on peut détecter l'uréase, ça veut probablement dire que c'est causé par l'hélicobacter pylori, qui veut dire qu'il y a l'hélicobacter pylori dans l'estomac. Pour le bilan sanguin, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans le sang? Ben, on va voir des anticorps dans le sang. Le seul problème avec ça, c'est que si on voit des anticorps dans le sang, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a l'hélicobacter pylori là. Ça veut juste qu'elle aurait eu l'infection dans sa vie. Parce qu'une fois que les anticorps sont faits, ils sont juste là tout le temps. Fait que d'habitude, qu'est-ce qui est plus efficace pour savoir si c'est vraiment éradiqué, c'est d'aller voir dans les selles, chercher l'antigène. Donc ça aurait été plus recent. OK? Traitement médicamenteux, on a des antiacides comme des Tums, puis c'est vraiment juste comme des bases qui neutralisent l'acide, là, c'est pas plus sensé que ça. On a des antagonistes récepteurs H2, donc dans les cellules pariétales, je vais en parler après. Des IPP, donc des inhibiteurs de pompe à protons, on va les parler après, comme l'oméprazole, pantoprazole, l'enzoprazole. On peut faire l'éradication de H. pylori, donc amoxicilline,
qui est un antibiotique, ou les IPP. I guess ça peut aussi aider, mais moi je pense que c'est plus antibiotique parce que c'est une bactérie. Des cytoprotecteurs comme le misoprostol, qui sont... les misoprostol, c'est vraiment comme des prostaglandines synthétisées qu'on prend dans le corps qui comme protège la cellule. Là. Ça peut, je pense que ça joue un peu le rôle de comme les prostaglandines qui auraient dû protéger la cellule, qui sont pas comme arrêtées par les AIDS. Puis médicaments IV comme Rantidine qui vont diminuer la production d'acide dans l'estomac. Aussi, ça peut être de suggérer à la personne, prends plus des AIDS, prends d'autres choses, prends du Tylenol, donc acétaminophène, parce que les AIDS, ça peut être un agresseur, si c'est ça la cause. Ça peut être quelque chose de comme bon à penser. Là, ça ne faudrait pas que la personne continue à prendre ces médicaments-là si ça fait des problèmes de mal. OK, les mécanismes pour l'antagoniste récepteur H2. Antagoniste, comme dans les histoires, c'est it's the bad guy. Donc, antagoniste des récepteurs H2, c'est des anti-H2, là. Donc, l'histamine, ça c'est la cellule l'entérocyte qu'on a vu tantôt. Mais là, je l'ai comme dessiné un peu plus croche. Ça, c'est la lumière gastrique. Ça, c'est le liquide interstitiel. Ça, c'est des récepteurs qui se trouvent sur la membrane basolatérale. OK? Ces trois récepteurs-là ont des rôles différents. On va pas vraiment parler de celui-là, mais on va plus parler de H1 puis H2. H1, c'est le récepteur où est-ce que l'histamine va venir se lier, puis elle va déclencher l'inflammation. Pas super pertinent ici, parce que nous, on regarde plus H2. H2, c'est un récepteur que quand l'histamine va venir se lier, elle va comme augmenter les sécrétions gastriques. Fait que des antagonistes de récepteur H2, ça va venir comme bloquer ici, là. On veut plus que l'histamine va se lier au récepteur H2 parce on ne veut pas de sécrétion gastrique. C'est vraiment ça que ça fait. Puis ça, c'est une cellule pariétale. Donc, une des cellules dans l'intestin. Ou cellule dans l'estomac, désolé. Pas intestin. C'est pas une entérocyte. My bad. Entérocyte, c'est mucus, non. Ça, ici, c'est vraiment dans l'estomac. Je pense. Cellule pariétale. À moins qu'il y en a dans les deux. Ça se peut. En tout cas, c'est une cellule pariétale. Non, c'est ça, c'est acide gastrique. Donc, ça, c'est dans l'estomac. Ce n'est pas une entérocyte. OK? IPP, c'est un inhibiteur à pompe à protons. Là, la pompe à protons, ici, c'est aussi dans l'estomac. Donc, ça va être une cellule pariétale, comme on a vu tantôt. Tu sais, les récepteurs que j'ai dessinés là, ce seraient des récepteurs qui sont là. C'est la lumière intestinale. V61 comme capillaire. Puis, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer le mécanisme, OK? On a du CO2 qui flotte là dans le liquide interstitiel. Et il va rentrer par diffusion dans la cellule, va se lier à l'eau, va faire du H2SO3, donc du acide carbonique, je crois. H2SO3, c'est de l'acide carbonique? Je pense que oui, acide carbonique. Puis lui, il va se dissocier en HCO3-, donc du bicarbonate, puis un proton. Le HCO3 va sortir par une pompe, je crois, ou je pense que c'est une pompe. Oui, puis faire rentrer un Cl-, donc ça, c'est un gradient électrique, parce qu'on a une charge moins pour une charge moins. Le Cl- va rentrer, puis là, il va descendre, il va rentrer dans une channel faite pour lui, basically. Puis, on a une autre pompe ici, là. Ça, c'est la pompe à protons. On a un K plus qui rentre pour un H plus qui sort. Puis le K, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rentre, puis là, il va aller dans sa channel, puis juste revenir. Parce qu'il veut toujours faire ce gradient-là. Il veut toujours être sorti pour qu'il puisse rentrer pour un H plus à travers cette pompe-là. Fait que, qu'est-ce que la pompe à protons, le IPP, fait? C'est qu'il inhibe cette pompe-là. Parce que nous autres, on veut pas que le H rentre. Parce qu'une fois que le H plus rentre, il se lie au Cl-, puis ils font du HCl. Puis ça, c'est de l'acide. Puis nous, on veut pas de l'acide. Parce que l'acide, c'est en train d'empirer la situation là, de l'ulcère. Donc, on inhibe la pompe à protons, fait qu'il n'y a plus de H qui rentre, là, qui fait en sorte qu'il y a moins d'acide. Donc, dans les deux cas, là, on diminue l'acide. Puis ici, juste comme un petit à côté, là, les cellules pariétales, c'est ça qu'on vient de voir, c'est ça qui sécrète des H+. Les cellules ECL, c'est comme entérochromaffine, quelque chose, chrophine, like cells. Eux, ils relâchent l'histamine. On va voir ça plus tard. Puis les cellules G,
gastrine. J'ai même fait ça en violet. J'ai dit comme j'ai gastrine, comme, come on, là. It's a good one. OK? Bon point pour le test. Donc, ça, c'est comme le schéma un peu de qu'est-ce qui se passe. Donc, où est-ce que ça commence? Ça commence ici, on va dire. OK? La cellule G va faire de la gastrine, relâche de la gastrine. La gastrine a comme deux effets. Là. Un, elle va stimuler la cellule ECL, qui comme les enterochromaffine-like cells, à relâcher de l'histamine. Puis on a vu l'histamine tantôt. L'histamine agit sur le récepteur H2 de la cellule pariétale pour augmenter essentiellement l'efficacité de la pompe à protons, puis augmenter la production gastrique. L'histamine, c'est le plus gros agoniste, qui est vraiment le plus important. La gastrine aussi peut directement aller aux cellules pariétales, les stimuler pour faire de la production gastrique. Okay? Mais c'est un peu moins efficace. Fait la gastrine, on dirait que le rôle le plus important, c'est vraiment d'aller stimuler la cellule ECL pour faire de l'histamine, parce que c'est ça qui va faire la production gastrique. Acétylcholine, qui est relâchée par le nerf vague, va aussi faire la même chose que la gastrine, peut stimuler la cellule ECL, mais aussi, elle, son rôle plus grand, c'est de stimuler... Elle va aussi stimuler la cellule pariétale, mais son rôle plus grand, c'est de stimuler la cellule ECL qui va faire l'histamine. Donc, l'histamine va vraiment aller supporter la gastrine et l'acétylcholine, parce que quand la gastrine et l'acétylcholine vont aller stimuler les cellules pariétales, c'est comme si la cellule pariétale va écouter mieux, là. OK? Donc, ça, c'est bon. OK, chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les ulcères? Vagotomie, c'est sectionner les nerfs vagues, donc pour diminuer la production d'acide. Parce que c'est ça, j'avais dit que les nerfs vagues stimulent toutes ces cellules-là qui font de l'acide. Entérectomie, c'est ablation, donc enlevé par chirurgicalement l'antre, qui est une partie de l'estomac qui produit la gastrine. Donc, on avait vu ça plus tôt. On avait-tu vu ça plus tôt? Ah oui, je pense que je l'avais écrit ici. L'antre, c'est ça, sécrète gastrine. C'est là où il y a la gastrine qui est sécrétée, OK? Plus bas. Qui fait du sens, parce que c'est là où il y a l'acide, surtout. Oups. La gastrectomie partielle, donc ablation de la partie de l'estomac qui est affectée par l'ulcère, ça peut être quelque chose à faire. On évite de enlever tout l'estomac, parce que c'est quand même important, là. Sécrète des affaires importantes. Puis, drainage, donc améliorer le passage des aliments dans l'estomac après vagotomie. Donc, on veut éviter une stase, on veut éviter que tout arrête de bouger, là, parce que ça peut faire plus de problèmes. Donc, on fait un drainage pour vraiment faire ça que... parce que quand on fait une vagotomie, là, il y a moins d'acide, donc il y a moins de mouvement, là, parce que les nerfs, c'est ça qui fait bouger. Fait que le drainage, c'est juste pour faire ça que le passage des aliments continue, là, puis on n'a pas de la stase qui se fait. C'est fait. OK, maintenant, on va passer aux pathologies de la douleur, des douleurs à la fosse iliaque droite, puis la fosse iliaque gauche. Et ça prend du temps. OK. Donc, premièrement, on a l'appendicite aiguë. L'appendicite aiguë, c'est l'inflammation de l'appendice. L'appendice, sorry. C'est vrai, appendicite aiguë. C'est l'inflammation de l'appendice. Caractériser des symptômes douleur périombilicale, puis la micre à la fosse iliaque droite, on va parler plus tard. Pourquoi ça micre, la douleur? On peut avoir de la fièvre, comme qu'on voit là. Anorexie. J'ai mis ici, c'est vraiment juste nausée, là. Nausée, vomissement. Anorexie, donc on perd un peu de poids. Probablement parce que la digestion ne se fait pas bien ou il y a une obstruction. Les signes, Murphy, psoas, obturateur, Rovsing sont tous positifs. Murphy, j'avais dit qu'est-ce que c'était. C'était la respiration qui est coupée. Psoas, c'est qu'on lève la jambe du patient. Puis là, on pousse, on fait comme une force. Puis on dit au patient de pousser vers nous. Puis ça fait mal. Ça touche l'appendice ou ça signe d'appendicite. Le psoas, c'est un muscle. Donc, je vous recommande d'aller voir où est-ce que ce muscle-là. Obturateur, c'est qu'on lève la jambe. Ben, on peut lever la jambe ou non, mais vraiment, c'est comme pousser le genou vers l'extérieur, latéralement, puis on demande au patient de pousser à l'intérieur, puis ça fait mal, corps, signe. Puis Rovsing, c'est de faire une palpation à la fosse iliaque gauche, puis que ça fait mal à la fosse iliaque droite. Ça peut être signe.
c'est le rough-zinc, c'est signe d'appendicite. Appendicite. Le bilan sanguin. On a une leucocytose qui augmente là parce que, là, c'est une inflammation, là. Si la leucocytose est plus haute que 10 000, d'habitude, c'est ça que ça veut dire, là. D'habitude, c'est une ça veut dire, c'est un signe, là, de leucocytose. Si les leucocytes sont plus hauts que 18 000, ça voudrait probablement dire qu'il y a une perforation. Si c'est en bas de 18 000, probablement pas une perforation encore. Mais c'est quand même inflammé. Les marqueurs qui sont importants, qui augmentent, la protéine C-réactive puis la procalcitonine, c'est deux marqueurs qui veulent dire qu'il y a de l'inflammation. OK? Le traitement, c'est une appendicectomie urgente, OK? Surtout ça les rupturer. Je pense pas vraiment qu'il y a d'autres solutions. Je pense qu'il peut donner des antibiotiques, mais comme, probablement, là, si c'est pas aussi intense, mais comme, surtout si c'est rupturé, là, comme, il faut que ça décolle. Parce que ça va avoir des problèmes. La pathofusion, un peu, là, c'est ça, c'est l'inflammation de l'appendicite. Ça peut être causé surtout par l'obstruction, qui peut être due à une accumulation de fécalite, donc en matière fécale, ou hypertrophie lymphoïde, donc un lymphoïde qui aurait agrandi. Ça permet à la prolifération bactérienne qui fait une obstruction. C'est juste comme une accumulation essentiellement de bactéries dans l'appendice. Ça va augmenter un édème qui va mener à une ischémie locale, puis augmenter la perméabilité de paroi de l'appendice. Je pense que ça veut dire qu'il y a plus de liquide qui va rentrer, mais pas 100% sûr, là. Mais ça va augmenter la perméabilité de la paroi appendice. Les examens que tu peux faire pour le diagnostiquer, CT, donc le scan, c'est comme le premier choix, ou un ultrason aussi, deuxième choix. OK, parler de la migration de la douleur. La migration de la douleur, c'est parce qu'on a deux types de fibres afférents qui nous fait sentir la douleur. On va commencer avec la fibre C, parce que c'est ça qui commence en premier. Donc, la raison pour laquelle la douleur commence périombilicalement, c'est parce qu'elle est juste... La douleur est viscérale. Puis quand je veux dire viscérale, là, ça veut dire que c'est des organes qui sont entourés par le péritoine viscéral. Puis je pense que je vais en parler plus tard, où est-ce qu'est le péritoine viscéral. Moi, mon truc, c'est pour me rappeler que les fibres C, c'est OK. Comme oui, c'est très douloureux, là, mais si on veut savoir lequel qui est pire entre fibre A et fibre C, c'est que fibre C, c'est comme OK. Ça fait quand même très mal. C'est une douleur qui est sourde. On n'est pas vraiment sûr où est-ce qu'elle est. On a juste comme un sentiment partout. Puis peut-être c'est comme périombilical. C'est pour ça que le monde dit ça. Puis les fibres, c'est ça, la transmission de comme le signal est un peu plus faible parce qu'il n'y a pas de myéline sur ces fibres-là. OK? Fibre A, OK, mon truc, c'est ça fait mal. OK? C'est vraiment localisé. Une douleur précise, elle est intense, puis c'est à cause qu'elle est plus rendue pariétale, là. Comme là, on se rend au péritoine pariétal, c'est quasiment c'est les fibres là qui sont touchées. C'est là que ça fait mal. Fosse iliaque droite. C'est pour ça que ça fait plus mal à la fosse iliaque droite. Puis eux, ils ont de la myéline. C'est pour ça que c'est transmis plus comme rapidement. Les signaux sont plus rapides. Puis je pourrais expliquer qu'est-ce que la myéline, son rôle vraiment, là, mais c'est que ça fait en sorte que les signaux électriques vont passer plus vite. Puis les deux, c'est des fibres afférents. Ça veut dire que ça va de la douleur au cerveau, puis on perçoit, donc afférent. OK? OK, là, on va parler de la modulation de la perception sensorielle. Ouf, c'est long. OK. Il y a comme 3 étapes. 1, c'est la transduction. 2, c'est la transmission. 3, c'est la perception. La transduction, c'est un stimulus qui peut être physique, chimique ou mécanique qui va faire un signal électrique puis déclencher le potentiel d'action. Donc, d'habitude, c'est comme... On dit que c'est comme chimique, là. C'est là que ça vient, là. Puis là, la transmission, c'est la propagation à travers ce stimulus-là chimique ou peu importe, va faire la transmission électrique à travers toutes les axones, toutes les fibres, pour pouvoir atteindre la tête à l'étape 3, la perception, pour qu'on perçoit la douleur. C'est là où on dit « Ah, ça fait mal ». Ça se fait quand même très vite, là. Comme nous, on va pas avoir le temps de penser « Ok, là, je suis en train de faire de la transduction, là. » Ok, non. Ça, c'est vraiment vite. Mais ça se passe tout quand même. Là, on va passer au potentiel d'action. J'ai fait comme un petit graphique qui explique qu'est-ce qui se passe. Dans l'axe X, on a le temps, puis l'axe Y, c'est le potentiel. On commence avec une dépolarisation membranaire. OK?
Donc, juste avant, on est au repos, OK? Je vous dirais que environ ici, là, on est comme au repos, OK? En fait, j'aimerais plus commencer ici, parce que là, ça, là, c'est ça qui revient là. Donc, j'aime pas qu'on commence ici. On commence là, OK? Donc, on commence là. On a une petite... Donc, on est au repos, on a à moins 70 000 volts, c'est bon. Puis là, on a comme un petit signal qui va donner un petit choc, là. OK? Ben, c'est pas assez pour déclencher, parce que c'est all or none, OK? Un signal électrique, c'est all or none. Si on n'est pas arrivé au seuil de moins 55 millivolts, il n'y a rien qui déclenche. L'axon ne fire pas, OK? Donc, ça, c'est comme le petit stimulus. Puis là, ici, on va ouvrir les... OK, je vais aller étape par étape, là. Donc, on a la dépolarisation membranaire. Les valeurs deviennent moins négatives. Donc, ici, c'est plus négatif. Là, ça devient un petit peu moins négatif. Donc, ça augmente l'excitabilité de la cellule. L'étape 2, c'est le potentiel d'action. Tout ou rien. Si on n'atteint pas le seuil, il n'y a pas de fire. Donc, si on atteint le seuil, le neuron... Puis le seuil qui serait comme là, qui est le moins 55, c'est là où est-ce que le neuron va fire. Okay? On dit neuron fire, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on atteint le seuil. La NA channel, donc la channel pour le sodium, va s'ouvrir, puis elle est dépendante sur le voltage. Quand on atteint le moins 55, c'est là où est-ce qu'elle va s'ouvrir. Puis c'est là où est-ce que le NA va commencer à entrer dans la cellule. Je sais pas si j'ai fait un dessin ici. Non, je pense pas. Ben, ici, c'est l'extérieur de la cellule, puis là, c'est l'intérieur. Puis là, le sodium va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Puis on va avoir plein de sodium qui va rentrer. Puis là, on avait dit qu'à la base, là, on est potentiel négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de charges positives à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ici, il va y avoir moins de charges positives. Mais là, quand toutes les charges positives vont entrer, ça va faire en sorte que l'intérieur va devenir plus positif qu'il était avant. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la dépolarisation. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. OK? Ça dépolarise la membrane. À l'étape 3, on est rendu comme un plus 30 millivolts. Là, l'intérieur est beaucoup plus positif qu'il était avant. Puis plus encore, un point où est-ce qu'il est même plus positif que l'extérieur. C'est là où est-ce que les canaux de sodium vont se fermer. Pas juste se fermer, ils s'inactivent. Fait que c'est là où est-ce qu'on appelle ça la période réfractaire. Fait que, pour aucune raison, là, les canaux vont pouvoir s'ouvrir pour comme un temps spécifique. Puis la raison que ça fait ça, c'est parce qu'on veut éviter d'aller dans l'autre sens. On veut éviter que le signal va dans l'autre sens ou qu'il y ait un signal qui arrive très rapidement après. OK? Quand à 30 millivolts, plus 30 millivolts, quand les canaux de Na s'ouvrent, les canaux de Na, s'inactivent, les canaux de potassium vont s'ouvrir. C'est là où est-ce que les K+, les potassium vont sortir de la cellule. Parce que là, on a plein de charges à l'intérieur. Là, il faut comme dépolariser, là. Fait que là, ça va nous repolariser. Donc, tout sort. Toutes les K vont sortir de la cellule. Ça va faire la repolarisation. Maintenant, le canal de K+, il est un petit peu slow. Ça lui prend un peu de temps à fermer. Fait que le temps que ça lui prend de fermer, là, c'est là où on appelle l'hyperpolarisation. Il y a un petit peu trop de potassium qui sortent. Fait que ça fait en sorte qu'on va atteindre plus comme un potentiel de moins 90 millivolts. Mais c'est ça qui va se passer. Puis là, pendant tout ce temps-là, là, la pompe sodium-potassium, elle travaille fort, là. Elle veut restaurer les gradients chimiques. C'est quoi les gradients chimiques? Elle veut augmenter, elle veut prendre les molécules Na puis K, les atomes ou les éléments, les atomes Na puis K, les ions, puis les mettre contre leur gradient. Fait au début, on avait dit que le Na était plus à l'extérieur, puis le K était plus à l'intérieur. Fait que ce que la pompe fait, c'est qu'elle sort 3 Na, puis elle rentre 2 K. Puis elle a fait ça parce qu'elle veut qu'il y ait plus de charge à l'extérieur qu'à l'intérieur pour que la cellule soit prête encore pour un autre potentiel d'action. Donc, c'est ça. 3 Na sortent, 2 K rentrent. Et en gros, c'est ça que c'est. Puis là, ça revient au repos. Puis là, on peut tout recommencer. OK?
On a presque fini. Diverticulite. Diverticulite, c'est l'inflammation d'un diverticule. Diverticule, c'est comme des petits bouts d'intestin qui vont... Comme là, l'intestin, c'est normal. Là, mais c'est des petits bouts d'intestin qui vont comme trouver des trous à travers... D'habitude, c'est où est-ce que comme les vaisseaux sanguins vont se trouver. C'est comme... C'est dans des endroits où est-ce que le muscle est un peu plus comme faible. Puis ils vont comme rentrer et faire comme des petits trous, là. C'est ça, on appelle ça des diverticules. Puis la diverticulose, c'est comme la condition, c'est juste d'avoir plusieurs diverticules. J'ai mis les diverticules en rose parce qu'ils sont pas inflammés, puis les diverticulites en rouge parce qu'ils sont inflammés. C'est ça. C'est un petit peu comme une hernie, mais pas vraiment, là. C'est juste comme du stuff qui est sorti, qui est pas supposé. Ça fait comme des petites bosses. À quoi ressemble le patient? Nausées, vomissements si on a une occlusion intestinale, parce que là, le stuff bouge pas par en bas, fait que comme remonte vers le haut. Une fois, on a douleur à la fosse iliaque gauche. Grosse douleur. Anorexie, j'ai comme dessiné la scale, puis j'ai dit que ça descend, donc perdre du poids. Le bilan sanguin, on a une leucocytose, donc une augmentation de globules blancs. Puis la protéine C réactive augmente aussi, qui veut signaler l'inflammation. Traitement, c'est des antibiotiques, puis un régime sans résidus. Donc, on veut pas vraiment avoir des fibres insolubles parce qu'on veut diminuer la quantité de sel. Si on diminue la quantité de sel, ça va faire en sorte que ça va pas être comme stock, là, puis faire mal. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est donner des antibiotiques intraveineux si le cas est vraiment sévère. Faire le drainage si un abcès, puis de chirurgie si vraiment comme c'est pas bon, puis on a une perforation ou une péritonite. On va voir la péritonite tantôt. Puis l'imagerie, on peut faire ça par écho, par scan ou par coloscopie. Coloscopie, c'est plus pour prévenir le cancer après qu'on a tout fini la diverticulite, juste pour faire ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bon, là. C'est vraiment ça, comme l'intestin va trouver comme des petits trous, puis se rentrer dedans, puis ça va faire comme des petits bulles, puis c'est ça qui va faire les diverticules. Puis s'il s'inflamme, ça va faire des diverticulites. Donc, c'est une hernie. C'est exactement ça que j'avais dit, c'est une hernie. C'est une hernie muqueuse au point le plus faible de couche musculaire, comme j'avais dit, zone adjacente à vaisseau sanguin. C'est surtout là où est-ce qu'on va trouver là où est-ce qu'il va pouvoir sortir. Si on a une érosion du vaisseau adjacent, il va y avoir des saignements à bas bruit ou indolores, donc il n'y a pas de douleur. Puis, si on a une perforation, il y a des bactéries qui sont libérées. Puis c'est là où est-ce qu'on aurait besoin de potentiellement avoir une chirurgie. On a aussi un cas particulier qui est la diverticulite iléale de Meckel. C'est une anomalie congénitale des voies gastro-intestinales. Je pense que c'est juste comme une prédisposition d'avoir des diverticulites. Le traitement pour ça, c'est vraiment l'ablation du diverticule par laparoscopie ou une chirurgie ouverte. S'il y a comme des perforations ou des problèmes du segment. Puis le pronostic après ça, c'est excellent. Donc, comme à long terme, comme le rétablissement est bien, là, comme ça se passe bien, c'est juste de l'enlever. Puis là, pour l'imagerie, pour la diverticulite iléale, c'est comme radionucléide, angiographie qui est un X-ray des vaisseaux sanguins avec du produit de contraste, endoscopie, etc. Les complications, c'est... puis les complications, je parle avec les deux, là, juste diverticulite en général. Ça peut être un saignement. Ça peut être une obstruction. Un saignement, c'est ça si ça touche un vaisseau sanguin, là, comme on a dit là. Obstruction, c'est que ça peut... si le diverticule décide de faire comme un volvulus, qui est essentiellement... L'intestin est supposé être comme ça, hein? Ben, comme ça. Si ça fait comme ça, puis là, ça twist, c'est que l'intestin fait un peu comme ça, là. Il se twist, OK? Je peux peut-être faire un dessin, c'est comme... Un peu comme ça, là. Il va se twister, puis se boucher, puis avoir... ça va faire une occlusion intestinale, qui veut dire comme un bouchage, là. Ou même la fibrose. La fibrose intestinale, si je comprends bien,
Ça peut être suite à des chirurgies. C'est qu'on a comme l'intestin qui est comme ça. Puis là, t'as la fibrose qui se fait ici, qui peut comme pousser un peu sur l'intestin, puis faire en sorte que ça ait une occlusion. C'est ça, les complications. Ok, je cherche juste quelque chose de spécifique. Je sais pas pourquoi je me rappelle avoir vu quelque chose de manger mieux en fibres. Ok, c'est pas grave, je vais chercher ça après. Ok, pathologie non spécifique, péritonite. Je pensais comme la seule, j'ai vraiment trouvé qu'elle était comme dans cette catégorie-là parce que j'ai mis l'occlusion puis le volvulus puis tout ça là-dedans. Donc la péritonite, c'est l'inflammation du péritoine. L'inflammation du péritoine. Donc, où est-ce qu'on voit la douleur? C'est comme vraiment tout dans l'abdomen, là. Parce que le péritoine est comme partout, là. Tapé sur l'intérieur de la cavité. Donc, c'est quand même, ça fait mal partout, là. Puis, on voit d'habitude le patient comme plié. Tout fait mal. Parce que c'est comme alléger sa douleur. Il y a des nausées, des vomissements, puis il y a de la fièvre. Il y a les genoux fléchis, c'est ça, ça peut comme aider comme un peu la douleur, je crois. Respiration qui courte parce que ça fait mal, tout est comme inflammé. Ça fait mal quand il respire parce que ça pousse sur le péritoine. D'habitude, ils ont un abdomen de... D'habitude, ils ont un abdomen de bois. Ouais. Parce que l'inflammation fait en sorte que le muscle est comme tensed tout le temps. Fait que c'est comme un réflexe, c'est comme une défense, mais comme constante. Puis aussi, l'abdomen distendu. Donc, un abdomen distendu, c'est plus gros, qui est sensible à la palpation locale ou générale. Il y a un acide. Un acide, c'est comme un liquide qui est dans la cavité abdominale. Puis ileus. Ileus, c'est comme un blocage, là, une occlusion de l'intestin. Donc, l'intestin ne peut plus pousser la nourriture puis l'eau hors du corps. Ça peut même se rendre jusqu'à anorexie puis perte de poids, mais jusqu'à même un choc septique, qui n'est pas bon. C'est ça qu'on essaie de résoudre ça assez tôt. C'est ça, là, j'avais fait comme un petit dessin, c'est ça, j'avais fait là, péritoine viscéral puis péritoine pariétal. Donc, viscéral, c'est ça qui comme va autour des organes, puis pariétal, c'est ça qui fait le tour. C'est ça qui est comme plus... partie là qui est plus infectée. Ben, je pense que ça peut être les deux. OK. Le bilan, il n'y a pas de leucocytose dans la... il n'y a pas de leucocytose dans la péritonite granulomateuse parce qu'elle est plus chronique. Mais je pense que dans la péritonite normale, il y a de leucocytose, là, doigt. Puis dans la péritonite tuberculeuse aussi. Augmentation de leucocytes, diminution de glucose. Je sais pas pourquoi ce que c'est vraiment là, mais ouais. Puis l'augmentation des protéines. Puis pour un autre marqueur d'inflammation, comme on le sait, là, le CRP, donc la protéine C réactive. Traitement, ça peut être une réanimation avec des fluides intraveineux et antibiotiques parce que là, on essaie de tuer les bactéries qui sont là. On peut faire une chirurgie pour fermer l'organe qui aurait été perforé. Puis on va y revenir là parce qu'il y a des causes là. Donc, fermer l'organe qui est perforé ou enlever l'organe qui est perforé. Donc, les deux causes majeures là, de péritonite, on a une péritonite qui peut être primaire ou secondaire. Primaire, c'est comme une infection spontanée juste du péritoine, pas vraiment de raison. C'est pas causé par autre chose. Là. C'est vraiment juste... C'est causé par ça. Là. Puis t'as de l'acide. C'est de l'acide, là, l'eau qui est là-dedans, qui cause le problème.
Ah, c'est ça, c'est que l'acide qui est dans le péritoine s'inflamme, puis infecte comme le péritoine. Une péritonite secondaire, c'est comme une contamination bactérienne des viscères perforés. Donc, quand on dit les viscères, là, on fait référence aux organes. Puis les organes-là, quand ils vont se perforer, par exemple, une diverticulite, là, diverticule inflammée qui va aller se perforer, ou même un ulcère qui va se perforer, ou un appendice qui va se perforer, ou quoi d'autre? Une cholécystite là, qui peut perforer. Tout ça, quand ça se perfore, ça peut toucher le péritoine. C'est pour ça que c'est très dangereux, puis c'est important de pouvoir faire ces diagnostics-là tout. Donc, les bactéries, c'est ça, ils contaminent le péritoine. Dû à une perforation. Donc, première, d'habitude, il n'y a pas de perforation. Secondaire, une perforation. C'est pour ça que un traitement, c'est la chirurgie d'aller fermer ou enlever l'organe qui est perforé. Ouais, je pense que c'est tout pour la page là. C'est ça, puis après ça, il y a 3 types de... comme la péritonite là, classique. On a la péritonite granulomateuse. C'est une forme plus chronique de péritonite, puis c'est caractérisé par des granulomes. Des granulomes, c'est comme des leucocytes qui vont aller entourer le pathogène parce qu'ils peuvent pas vraiment le tuer. Fait que t'as comme plein de petits granulomes, là. C'est comme des granules, là, qui ont juste partout. Donc, c'est ça. Amas de cellules immunitaires formées en réponse à une inflammation prolongée, chronique. La péritonite tuberculeuse, c'est une forme de péritonite granulomateuse. C'est causé par l'infection spécifiquement de la Mycobacterium tuberculosis, donc la bactérie qui cause la tuberculose. Mais c'est quand même une forme assez rare, là. Mais c'est ça. C'est comme... Le problème ici, là, c'est cette bactérie-là. OK! Fait que c'est ça qui, comme, englobe, là, en gros. Je sais pas si j'ai manqué des affaires hein, pour la douleur abdo. Mais en gros, c'est ça. Je pense que si tu connais ça, là, tu devrais être OK. Ouais. C'est ça. Donc, j'espère que tu as trouvé ça utile. Puis, on se voit dans le prochain épisode. Bye!